Bonjour, voici la deuxième vidéo traitant du sujet des adaptations des angiospermes par rapport à leur mode de vie fixé. Nous avions vu lors d'une première vidéo toutes les adaptations qui permettaient la pollinisation et donc la reproduction sexuée, donc avec la rencontre des gamètes. Cette fois, nous allons voir les problématiques qui concernent l'accès aux ressources. C'est-à-dire, déjà, on va essayer de voir de quoi ont besoin les plantes pour survivre, et ensuite, comment ces plantes arrivent donc à récupérer ces différentes ressources afin de pouvoir assurer leur survie. Alors voyons voir déjà quels sont les problèmes liés à l'acquisition de ces ressources dans le cadre d'un mode de vie fixé. Donc chez les animaux, souvent mobiles, pour récupérer les ressources de type alimentaire, eau, etc., les animaux peuvent se déplacer. Donc prenons l'exemple, par exemple, le lion, il a faim, il a envie de manger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pouvoir se déplacer pour aller réussir à choper du gibier, d'accord? Et donc se nourrir. Donc pareil, au moment où il a soif, il peut se déplacer jusqu'au point d'eau à côté pour boire. Pour les plantes, évidemment, tout ça n'est pas possible. Puisqu'elles sont fixées à un endroit donné, précis, elles ne pourront pas aller chercher des proies à droite ou à gauche, ni même chercher de l'eau ailleurs. Elles vont être obligées de tout puiser au même endroit. Et donc ça pose problème. Mais attention, les plantes ne fonctionnent pas de la même manière que les animaux. C'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément les mêmes ressources nécessaires. En effet, donc les animaux sont des organismes qu'on qualifie d'hétérotrophes, c'est-à-dire que les animaux sont obligés de se nourrir de matière organique pour constituer leur propre matière organique et pour respirer, c'est-à-dire produire de l'énergie. Les plantes, elles, sont autotrophes. Donc c'est complètement différent. Pourquoi? Parce qu'elles réalisent la photosynthèse, et cette photosynthèse leur permet de n'avoir pas à se nourrir de matière organique. Les plantes n'ont pas besoin de manger. Donc la photosynthèse, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un ensemble de réactions chimiques très complexes, mais toutes ces réactions chimiques peuvent être finalement résumées en une réaction, ou du moins une équation bilan, qui est celle-ci. Donc en gros, pour faire de la photosynthèse, il faut de la matière minérale de type CO2 et H2O, donc de l'eau. Et cela permet de produire du dioxygène, mais surtout de la matière organique, donc sous forme de glucides, plus précisément sous forme de glucose. Cette réaction chimique-là nécessite nécessairement une source d'énergie extérieure qui est la lumière. Donc la photosynthèse, comme son nom l'indique d'ailleurs, nécessite une source d'énergie lumineuse. On se rend compte donc, d'après cette équation bilan, que les plantes nécessitent trois types de ressources, l'eau, le CO2 et la lumière. Alors il existe encore une quatrième ressource essentielle aux plantes, ce sont les ions minéraux. Et notamment des ions minéraux qui contiennent de l'azote ou du soufre. Alors pourquoi les plantes ont besoin d'azote et de soufre? Tout simplement pour créer leurs protéines. Donc en fait, il existe des voies métaboliques chez les plantes, et d'ailleurs chez nous également, qui permettent de produire des protéines à partir de glucides, mais pour cela, il est nécessaire d'avoir une source d'azote au moins, et cette source d'azote, ce sont les ions minéraux qui vont la fournir. Du coup, si on récapitule, il faut principalement 4 ressources pour nos plantes, de l'eau, du CO2, de la lumière et des ions minéraux. Parmi ces 4 sources, on en aura 2, donc la lumière et le CO2, qui seront captés par les organes aériens, donc les feuilles, et 2, les sels minéraux et l'eau, qui seront captés par les organes souterrains, donc situés sous la terre, donc qui sont les racines. Alors commençons par la captation des ressources aériennes. En ce qui concerne la lumière, on a donc les feuilles qui présentent une surface en général aplatie et qui très souvent sont très nombreuses, enfin du moins pour les arbres, ces feuilles sont très nombreuses. Donc elles vont fournir une surface considérable, donc qui va permettre de capter la lumière d'une manière optimale. Concernant le CO2 maintenant, il existe sur les feuilles des petites ouvertures qu'on appelle des stomates et qui permettent de faire entrer le CO2 dans la feuille. Et donc ce CO2, une fois dans la feuille, va pouvoir abreuver les cellules photosynthétiques afin donc qu'elles soient en mesure de réaliser ce processus de la photosynthèse. Alors ces stomates, elles ressemblent à ça. Donc il s'agit d'un petit trou, donc qu'on appelle une ostiole, qui est bordée par 2 cellules en forme de haricot, un petit peu, qu'on appelle des cellules de garde. Et donc ces stomates ont la capacité de s'ouvrir ou se fermer, suivant les conditions d'hydratation de la plante. Ensuite, il est intéressant de regarder la structure d'une feuille, car ces organes-là ont véritablement une double spécialisation
et qui se voit en coupe transversale. C'est-à-dire que, regardez, lorsqu'on fait une coupe de feuille, on s'aperçoit bien qu'il y a deux zones distinctes au sein de cette feuille. Donc un parenchyme qu'on qualifie de palissadique sur le côté, donc qui est exposé à la lumière. Et donc ce parenchyme palissadique, il est constitué de cellules très serrées et très riches en chloroplastes qui vont permettre de capter la lumière d'une manière optimale. Et donc en dessous de la feuille, on a un parenchyme qui est qualifié de lacuneux, qui lui est beaucoup plus pauvre en chloroplastes, mais qui présente des lacunes, donc des trous, qui permettent de faire circuler le CO2 au sein de la feuille. Et les stomates, où est-ce qu'elles se trouvent dans tout ça? Eh bien, elles se trouvent sur l'épiderme inférieur, vous voyez, ici et là. Pourquoi sur l'épiderme inférieur? Parce que ces stomates, elles ont l'inconvénient de laisser sortir l'eau. Or, l'eau, c'est vraiment essentiel au fonctionnement de la plante et de la photosynthèse. Donc, si les stomates étaient présentes sur l'épiderme supérieur, le problème, c'est que, comme l'épiderme supérieur est chauffé par les rayons du soleil, eh bien, on aurait beaucoup plus d'évaporation par ces stomates, et donc on aurait une déshydratation beaucoup plus importante de la feuille. Donc, vous voyez que ce fonctionnement de la feuille est parfaitement optimisé, et permet également d'éviter la déshydratation. Alors, voici le schéma qui correspond à la coupe transversale de la feuille. On retrouve donc notre parenchyme palissadique, donc le tissu qui se trouve plutôt du côté de la lumière, donc avec ces fameuses cellules là serrées comme une palissade, d'où son nom, et très riche en chloroplastes. En dessous, on a le parenchyme lacuneux, donc avec des cellules beaucoup plus éparses et dispersées, avec donc des lacunes qui permettent de faire entrer du CO2 dans la plante et de faire circuler ce CO2. Et donc l'épiderme inférieur, on voit la présence des stomates qui permettent de faire entrer le CO2. Et donc la lumière, elle, arrive au-dessus de la feuille, donc du côté du parenchyme palissadique. Donc tout ce fonctionnement-là est parfaitement optimisé. Alors il ne nous reste plus qu'à voir comment est-ce que notre plante arrive à capter l'eau et les sels minéraux dans le sol grâce à son système racinaire. Alors première constatation, le système racinaire est très développé, très ramifié, et donc présente en général beaucoup de racines, donc ce qui permet d'augmenter la surface d'échange et donc d'optimiser les échanges. Ensuite, il existe des structures sur ces racines qui permettent encore une fois d'augmenter les surfaces d'échange. Alors, premier type de structure, les poils absorbants. Donc en général, ces poils absorbants sont présents uniquement chez les jeunes plantules, c'est-à-dire lorsque les plantes sont encore qu'à l'état de petites pousses, comme on peut le voir ici sur cette image. Donc regardez, on voit bien, si on regarde attentivement cette racine, on voit bien qu'au bout se trouvent des petits poils extrêmement fins. Et donc à quoi ils servent? Tout simplement à absorber l'eau en augmentant la surface d'échange avec le sol. Mais en général, lorsque les racines deviennent plus âgées, ces poils absorbants disparaissent et laissent la place à un autre type de structure qu'on appelle les mycorhizes. Alors les mycorhizes, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de longs filaments ramifiés qui se trouvent sur les racines et qui résultent d'une interaction symbiotique. C'est-à-dire que ça va résulter d'une interaction entre les racines elles-mêmes et des champignons qui se trouvent dans le sol. En fait, ces filaments, ce sont des mycéliums de champignons. Ce n'est pas des structures racinaires en tant que telles. Mais l'association est tellement étroite que ces filaments de type mycélium vont être capables d'approvisionner les racines donc en eau et en sels minéraux. Et en échange, eh bien, ces mycéliums vont récupérer des matières organiques qui vont être cédées par les racines. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une symbiose, parce qu'il y a ce qu'on appelle un bénéfice réciproque, c'est-à-dire que les deux acteurs y gagnent dans cette histoire, que ce soit le champignon ou la plante. Voilà, donc pour conclure, on peut dire que les adaptations des plantes à la vie fixée dans le cadre de la captation de ressources résultent principalement sur l'optimisation des échanges, qui elle-même dépend d'une augmentation des surfaces d'échange, donc que ce soit au niveau des feuilles ou des racines. On a véritablement une spécialisation des organes, donc des organes aériens dans le but de capter le CO2 et la lumière, et des organes souterrains dans le but de capter l'eau et les sels minéraux qui sont dissous à l'intérieur. Cette optimisation et cette spécialisation va ainsi permettre au végétal de survivre malgré le fait qu'il ne puisse pas se déplacer pour accéder à la ressource. Il nous reste donc une seule vidéo à faire sur ce chapitre, donc qui traitera à la fois donc, des échanges de ressources au sein même de la plante, donc grâce au système de sève, et qui traitera également des systèmes de résistance à la plante par rapport à l'environnement et par rapport à ses prédateurs.